Voilà, le roi a donc décidé de prendre trois mesures. Les deux premières sont couplées l'une à l'autre. Elles sont aussi hypocrites qu'ambiguës et contradictoires. Il décide de céder et accepte la demande des représentants du tiers-État. Il leur offre le vote par tête et il va même jusqu'à obliger la noblesse et le clergé à reprendre les négociations, en particulier sur la rédaction d'une nouvelle constitution. Donc, en fait, officiellement, ça a l'air très avantageux pour les représentants du tiers-État. Officieusement, vous l'avez entendu, le roi rassemble les troupes et fait revenir les troupes près de Paris. Alors Paris, pourquoi? Paris parce que c'est évidemment l'endroit où... Alors Versailles est aux portes de Paris, et qu'il espère protéger sa famille, lui-même bien sûr, et son pouvoir. Mais Paris parce que, évidemment, il espère aussi faire peur à la population pour éviter qu'elle ne pense même à se rebeller. Alors, peine perdue, vous l'avez vu dans la deuxième partie de l'extrait vidéo, puisque c'est sûrement la décision de rappeler les troupes qui va transformer tout l'été 1789 en un carnage absolu, à la fois à Paris, mais aussi en province. Alors, il y a une troisième décision prise par le roi qui sera l'étincelle pour mettre le feu aux poudres, c'est le renvoi du ministre Necker. Vous l'avez entendu dans la bouche de ce citoyen qui est journaliste, en fait. Alors, le renvoi de Necker, c'est le renvoi de celui qui, d'après le tiers-État, était le plus proche d'eux. Et donc, le tiers-État, la population parisienne, les représentants du tiers-État qui étaient aux États généraux, se sentent trahis par le roi. Donc ça et l'armée, ça fait beaucoup à l'été 1789. Et donc, il y a, à Paris, dans les grandes villes de France, et aussi dans les campagnes, des émeutes. Tout l'été 89. C'est ce qu'on a appelé l'été de la Grande Peur. Alors, à Paris, c'est un événement qui est resté dans l'imaginaire collectif, qui va nous occuper. C'est la prise de la Bastille, qui est le plus symbolique, finalement, dans cette prise des armes à l'été 1789. Alors, vous l'avez là devant vous, à l'image, vous avez la Bastille. Alors, pourquoi la Bastille, et pourquoi aussi symbolique? La Bastille pour deux raisons. Il y a une raison très pragmatique, et vous l'avez entendu dans l'extrait, les citoyens, s'ils veulent résister à l'armée, ont besoin d'être armés, et les fourches et les pelles, ça n'a pas beaucoup d'intérêt face aux fusils. Il faut donc des armes, disons, des vraies armes. Et pour cela, la Bastille est un endroit de choix, puisque c'est en fait une garnison dans laquelle il y a des munitions, de la poudre, des fusils, des canons, etc., etc. Intérêt évidemment militaire pour les émeutiers parisiens. La deuxième raison, elle est beaucoup plus symbolique. En fait, la Bastille, en plus d'être une garnison, c'est aussi une prison dans laquelle Louis XVI avait l'habitude de faire enfermer ceux qui, notamment, contredisaient son pouvoir. Donc il enfermait n'importe qui, pour n'importe quoi. Et donc la Bastille est aussi le symbole de la justice arbitraire du roi, ou plutôt de l'injustice royale. Et donc c'est pour cela que la prise de la Bastille le 14 juillet est restée dans les mémoires comme un fait marquant de ces mouvements révolutionnaires en 1789. Mais la prise de la Bastille n'est pas seule, et je vous l'ai dit, c'est toute la France qui s'embrase à l'été 1789, et dans les campagnes aussi. Alors, l'été de la Grande Peur, pourquoi? Parce qu'en fait, comme vous pouvez le constater à l'image, les paysans ont brûlé, saccagé, pillé, mis en pièces, alors bâtiments, champs, personnes aussi, il y a beaucoup de morts à l'été 1789, dans l'été de la Grande Peur. Alors pourquoi de telles émeutes? Parce qu'en fait les paysans en particulier ont eu peur des représailles que les nobles auraient pu mener contre eux, puisque les États généraux avaient progressivement accédé à leurs demandes, et donc les paysans ayant eu peur ont préféré prendre les devants et agresser les nobles. C'est aussi sans doute une manière de libérer tout le poids des impôts, le poids des mauvais traitements qu'ils subissaient depuis des années. En tout cas, l'été 89 est une vraie catastrophe pour la France, ça brûle de partout, et beaucoup de nobles émigrent, en particulier vers l'Autriche. Alors pourquoi l'Autriche? Parce que Louis XVI, on va le voir dans quelques minutes, mais Louis XVI a des relations très privilégiées avec l'empereur autrichien, puisqu'il est marié à sa fille. Marie-Antoinette est autrichienne, et donc, effectivement, mais les nobles français espèrent trouver en Autriche un soutien de taille.
pour régler le problème de ces mouvements révolutionnaires. Alors pour calmer le jeu, à l'été 1789, alors les États généraux, qui ne s'appellent plus les États généraux, mais l'Assemblée constituante, c'est le même principe. Alors l'Assemblée constituante prend des décisions essentielles qui vont progressivement apaiser la situation. Première décision, l'abolition des ordres et des privilèges. Dans la nuit du 4 août, après l'incendie, le saccage de nombreux châteaux et domaines de nobles, les nobles et le clergé acceptent finalement d'abolir les ordres et les privilèges. Alors si vous constatez à l'image, c'est en fait ce qu'un peintre a réalisé après la nuit du 4 août, hein, c'est l'image qu'il avait de la salle des États généraux. Si vous constatez au milieu, on a presque l'impression qu'ils se battent tellement le débat a dû être houleux. Toujours est-il que les ordres et les privilèges sont abolis dans la nuit du 4 août. En théorie donc, à partir du 4 août 1789, les hommes sont libres et égaux devant la loi. Sauf que les membres du tiers-état sont pas totalement dupes et ils demandent à ce que cette déclaration soit écrite. Et le 26 août 1789, c'est la première pierre de finalement ce qui constitue la démocratie moderne. C'est la première déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors cette déclaration, elle est essentielle par le texte, et je vais y revenir dans une petite seconde, mais elle est aussi essentielle par l'image, puisque vous pouvez le constater, en haut, à gauche, est symbolisée la nation française, avec les trois couleurs, le bleu, le blanc et le rouge, et une nation française qui se libère de ses chaînes. Vous voyez qu'elle a une chaîne cassée entre les deux mains. Alors je vous ai dit aussi un texte important par le fond et le message qu'il porte. Alors on va simplement partir sur l'article premier. Alors l'article premier, le voici, et il dit très pragmatiquement: les hommes naissent libres et égaux en droit. Ce qui veut dire que à partir de ce moment-là, il n'y a plus ni nobles, ni prêtres, ni paysans. En fait, tous sont hommes, et tous sont hommes devant la loi, et ils doivent être jugés de la même manière. Alors progressivement, les choses vont s'apaiser, et la fin de l'année 89 est un peu plus calme, et donc on entre dans une dernière phase de la révolution, enfin des premières années de ces mouvements révolutionnaires. On a fait la révolution, c'est super, on a obtenu des gages de satisfaction, c'est top, mais maintenant il faut asseoir la révolution. Alors pour asseoir la révolution, il faut s'occuper de deux choses. D'abord, il faut s'occuper du roi, qui est toujours à Versailles et qui refuse de bouger. Alors en octobre 1789, la famine n'est toujours pas réglée, hein, c'est pas parce qu'il y a une déclaration des droits de l'homme et du citoyen que tout d'un coup le pain est tombé du ciel. Et ce sont des personnes dont on n'a toujours pas parlé qui vont finir par faire sortir le roi du son château. Ce sont des femmes. Alors, en octobre 1789, ce sont les femmes et les soldats de la garde nationale qui ont remplacé l'armée pour protéger la population parisienne. Ce sont les femmes et les soldats de la garde nationale qui vont chercher le roi. Alors le roi se terre dans son château à Versailles, il a peur, il y a en plus de ça des émeutes et des gardes royaux qui sont tués dans ces journées d'octobre 1789, et il faut l'intervention d'un homme important pour que la situation s'apaise. Cet homme, le voilà, c'est le marquis de Lafayette, souvenez-vous, on en a déjà parlé, vous l'aviez dans le premier extrait, c'est le Français qui avait été envoyé aux États-Unis pour aider les Américains, c'est celui qui est chargé de protéger la population parisienne, il est le chef de la garde nationale, et il promet à la population parisienne de protéger le roi à Paris. Alors c'est essentiel, parce que, en fait, cette décision ramène le pouvoir à Paris, et non plus à Versailles, tout seul dans son château où le roi pouvait faire tout ce qu'il voulait. Là, le roi est ramené par Lafayette au Louvre, au château des Tuileries, qui va donc lui servir de demeure sur la fin de la vie du roi, puisque le roi mourra peu de temps après, mais en tout cas sur la fin de cette première période révolutionnaire. Et donc le roi est forcé, contraint de revenir à Paris pour en fait être au cœur de la politique parisienne et au cœur de la politique de France. Donc première chose, il faut s'occuper du roi, c'est fait, le roi revient à Paris, et à partir de octobre 1789, bien le roi s'occupe de la politique parisienne depuis Paris et non plus Versailles. Alors il faut aussi s'occuper d'autres gens dont on n'a pas parlé non plus, c'est le clergé.
Alors jusque-là, le clergé avait été bien gentil, on s'était occupé des châteaux des nobles, à l'été 89 avec la Grande Peur. En 1790, c'est l'année de tous les problèmes pour le clergé, ou en tout cas c'est comme ça que le clergé le vit. Alors je vous propose deux images, la voici. Alors, année de tous les problèmes, pourquoi? Parce que mais 89 n'a ni réglé le problème de la famine, ni réglé le problème du déficit. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de nouveaux impôts qui ont été payés, ou qui ont été levés, et donc comme solution au déficit budgétaire de la France, l'Assemblée nationale, donc l'Assemblée constituante, dont on a parlé un tout petit peu plus tôt, qui adopte notamment la Déclaration des droits de l'homme, cette Assemblée constituante décide que l'Église ne sera plus propriétaire de tous ses biens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dorénavant c'est l'État qui est propriétaire des biens du clergé, et que donc c'est l'État qui va percevoir tout ce que le clergé percevait jusque-là. La dîme, par exemple, mais aussi les récoltes, mais aussi les bâtiments. Et donc, par cette mesure, le peuple, l'Assemblée constituante, espère combler une partie du déficit. Alors vous avez là sur l'image le clergé qui déménage. Vous pouvez constater en dessous, avec la légende de cette image, le déménagement du clergé. J'ai perdu mes bénéfices, rien n'égale ma douleur. On comprend aussi par cette critique combien le clergé était accroché à ses privilèges financiers, le fait de ne pas payer d'impôts, mais aussi de percevoir la dîme. Par exemple, et vous voyez que ils sont chassés des abbayes et des églises, matelas, viers. Vous avez des vases aussi sur l'image. On comprend donc que l'objectif de l'Assemblée constituante, c'est de récupérer le plus de biens possible. Dans cet esprit-là, je vous en montre une autre qui est sans doute encore plus évidente. Vous voyez sur l'image un gros membre du clergé qui, après être passé à travers un pressoir, ressort tout maigre, et entre les deux, on voit des patriotes, des dégraisseurs patriotes, puisque c'est le titre de l'image, des dégraisseurs patriotes qui récupèrent tout l'argent que le clergé est supposé avoir gardé toutes ces années. Alors, 1789, c'est une année où il y a pas mal d'épisodes très marquants. 1790, c'est plus évolutif. On voit que c'est le clergé qui est la cible principale de l'Assemblée constituante. Alors 1791 est une année un peu difficile, en particulier pour un personnage, le roi. Il a de moins en moins de privilèges, il a de moins en moins de pouvoir, et en 1791, l'Assemblée constituante décide de faire une monarchie constitutionnelle. Alors ça plaît pas tout à fait au roi, et le roi va donc tenter lui aussi un coup de poker que je vous laisse voir à travers la vidéo suivante.